Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo très importante. Donc je te demande de partager cette vidéo autour de toi. Si tu connais une ou plusieurs autres personnes qui pourraient être intéressées à ce type de sujet. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une petite présentation pour répondre de manière très claire à cette question qui revient souvent, comment devenir riche? Comment devenir riche. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir. Je vais te présenter une réponse. Peut-être que tu n'as jamais entendu ou tu n'as jamais vu une réponse présentée de cette manière-là. Aujourd'hui, je vais faire un effort pour être très concis, très précis par rapport à ma réponse et de te faire réaliser que gagner beaucoup d'argent, améliorer sa situation financière, devenir indépendant financièrement est à la portée de tout le monde. Donc, quand il s'agit d'argent, la majorité devient émotionnelle, la majorité cherche des échappatoires, des raccourcis. L'argent, c'est pas si important que ça, alors que un adulte moyen passe la plus grande partie de sa vie active, sa vie d'adulte, à chercher de l'argent, à travailler. Donc, quand il s'agit d'argent, généralement, on va plutôt aller s'informer, aller se former auprès de ceux-là qui n'ont jamais démontré leurs connaissances, leurs compétences, leurs résultats dans ce domaine-là. Donc, on y va un peu à l'aveuglette et on espère qu'un jour. Donc, dans cette vidéo, je vais simplement casser ces idées reçues et te montrer qu'il y a une formule très claire si tu souhaites atteindre des résultats financiers explosifs. Et la bonne nouvelle, c'est que cette formule est à la portée de tout le monde, même si tu vas le voir dans quelques minutes, la majorité pense bien faire, la majorité souhaite s'enrichir, la majorité souhaite avoir une meilleure situation financière, mais consciemment ou inconsciemment, la majorité passe à côté en posant des actions qui vont contre leur objectif de s'enrichir tout simplement. Donc, pour te présenter cette recette qui, je te le rappelle, fonctionne, on va utiliser un modèle qu'on va appeler la maison du pauvre d'un côté. Ensuite, on parlera de la maison de la classe moyenne et on finira par la maison du riche. Quand je parle de la maison du pauvre, du riche ou encore la classe moyenne, tu comprends bien qu'il n'y a pas de jugement de valeur. On utilise trois références, trois modèles de la société et on regardera le fonctionnement de chaque modèle. Et je te le rappelle, l'idée est de regarder ce que font les riches et de copier tout simplement ce que font les riches. Parce que généralement, c'est parce que les riches font des actions données. On ne parle pas ici de voler de l'argent ou d'être corrompu. Ça, c'est encore là une idée reçue qui veut que à chaque fois que quelqu'un réussit, c'est forcément parce qu'il a volé quelqu'un, c'est certainement parce qu'il a fait des actes répréhensibles. Eh bien, tu verras clairement que ce n'est pas le cas. C'est simplement une question de psychologie et de choix de vie, tout simplement. Donc, on va utiliser un modèle où on va parler de la maison du pauvre, la maison du riche et la maison de la classe moyenne et on regardera comment ces maisons fonctionnent, quelles sont les actions, quels sont les comportements concernant l'argent à l'intérieur de ces maisons et ensuite on va tirer une conclusion. Donc, le modèle que j'utilise, on peut commencer sans plus tarder avec ce qu'on va appeler la maison du pauvre. Donc, dans le modèle, comme tu peux le voir, on a 5 parties. Premièrement, on a un salaire, donc le salaire peut être remplacé par autre chose, mais on utilise un salaire parce que c'est une bonne référence. Ça veut simplement dire qu'on a le revenu qui entre dans la maison du pauvre provient généralement d'un salaire ou de toute autre forme de revenu. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser un salaire. Donc, on a la partie revenu, on a la partie faire travailler son argent, la partie destruction de richesse et pour finir, la partie sortie d'argent. Et tu peux le voir, c'est un modèle que j'ai voulu très simple pour justement mieux transmettre le message, l'information, la recette que je vais te présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, on continue dans la maison du pauvre. Alors, qu'est-ce qui se passe concernant l'argent dans la maison du pauvre? Et bien sûr, on a un salaire. Le salaire entre dans la case revenu. Et ensuite, les revenus sont directement et totalement alloués à des dépenses
quotidiennes, le loyer, les factures courantes, l'électricité par exemple, voilà, ce type de facture-là, les vêtements, donc se vêtir, l'alimentation, se nourrir, quand on a des enfants, différentes dépenses liées aux enfants, et bien sûr ça peut coûter cher quand on a des enfants, différentes formes de taxes et toute autre dépense courante tout simplement. Donc, j'aimerais ici que tu retiennes une chose, c'est que le modèle de la maison du pauvre est un modèle simple. Et la faiblesse justement de la gestion de l'argent à l'intérieur de la maison du pauvre vient du fait justement que le modèle est simple et il n'y a pas de, voilà, on ne passe pas par 4 chemins. Dans la maison du pauvre, on gagne l'argent généralement à travers un salaire et tout cet argent-là est envoyé à 100%, tout cet argent-là disparaît aussitôt et on a un modèle en boucle. Donc, on a un modèle en boucle, donc on revient et on le reproduit et on revient. Donc, revenu, dépense, salaire, revenu, dépense, salaire, revenu, dépense. Donc, c'est pas très compliqué. Et concernant les sorties d'argent, on doit comprendre ici qu'une fois que l'argent est sorti, voilà, après avoir payé des factures ou après avoir acheté des vêtements ou la nourriture, bien sûr, cet argent-là est brûlé immédiatement. Donc, cet argent ne reviendra plus jamais à l'intérieur de la maison du pauvre. Et le pauvre, il reproduit ce modèle sans cesse jusqu'à sa retraite, jusqu'à la fin de ses jours tout simplement. Alors, après la maison du pauvre, on va regarder la maison de la classe moyenne. Donc, le candidat à la classe moyenne, eh bien, j'aimerais déjà te dire que peu importe où tu te trouves dans le monde, ce modèle est applicable. On peut avoir quelques nuances dépendamment des pays, dépendamment des continents. J'ai plusieurs abonnés d'Afrique, j'ai plusieurs abonnés d'Europe, d'Amérique. Donc, le modèle peut s'appliquer peu importe où tu te trouves en ce moment. Il n'y a pas de grosse différence. Les principes restent les mêmes. Donc, en deuxième modèle, on a la maison de la classe moyenne. Alors, dans la maison de la classe moyenne, comment est-ce que l'argent fonctionne? Donc, le salaire est toujours là. C'est notre source de revenus principale. Donc, le salaire fait rentrer de l'argent dans la maison de la classe moyenne. Ensuite, contrairement à la maison du pauvre, on voit ici que dans la maison de la classe moyenne, on a plusieurs éléments dans la case destructeur de richesse. Alors, le titre est bien choisi, simplement parce qu'effectivement, toutes les dépenses qu'on va retrouver à l'intérieur de cette case sont bel et bien des dépenses destructrices de richesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces dépenses-là, quand on ne fait pas attention voilà, au volume, à la quantité d'argent qu'on passe à travers cette case, ces dépenses-là vont empêcher de manière très efficace le candidat de la classe moyenne, vont l'empêcher de s'enrichir, vont l'empêcher de devenir riche, au contraire, vont l'emmener soit à rester dans la maison de la classe moyenne tout au long de sa vie et une fois à la retraite, quand on ne peut plus vraiment être très actif sur le marché du travail, se retrouver dans une forme de précarité financière, mais pire encore, quand on est dans la maison de la classe moyenne et qu'on ne fait pas attention, donc la case destructeur de richesse, donc cette case-là peut faire même en sorte qu'on recule, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le modèle de la maison du pauvre qu'on vient de voir. Et je te le rappelle, dans ce modèle-là, le salaire se transforme directement en dépenses et ces dépenses-là, l'argent ne reviendra plus parce que l'argent disparaît en totalité. Donc, dans la maison de la classe moyenne, on a un salaire qui fait entrer de l'argent dans la case revenu. Ensuite, le salaire est envoyé directement encore là dans des dépenses non pas courantes, mais dans des dépenses, je dirais, des engagements à long terme. Par exemple, ici, j'ai donné l'exemple du crédit lié à la résidence principale. Il faut rappeler que acheter une résidence principale n'est pas un investissement. Pourquoi? Parce que la résidence principale va prendre de l'argent dans ta poche plutôt que de t'en donner. Et on le voit ici d'ailleurs, donc le revenu se transforme en dépense. Donc on paye notre crédit pour la résidence principale avec les intérêts. Quand on est dans la classe moyenne, contrairement à la classe pauvre, on peut avoir une bonne relation avec sa banque, donc ça nous permet plus facilement d'avoir un crédit pour sa résidence principale. Et donc là, on saute sur l'occasion. Malheureusement, beaucoup trop souvent, on finit par acheter une résidence principale beaucoup trop chère par rapport à ses moyens.
d'où justement le titre de cette case, destructeur de richesse. Donc, on a la résidence principale, mais on a également la voiture. Voilà, quand on fait partie de la classe moyenne, on veut bien vivre, entre guillemets, on veut montrer à son voisin qu'on a une belle voiture, on veut se sentir riche alors qu'on ne l'est pas, et en ce moment-là, voilà, des dépenses comme la voiture par exemple, va nous prendre énormément d'argent. On a aussi les différentes cartes de crédit. Encore là, comme pour le crédit de la résidence principale, quand on fait partie de la classe moyenne, donc on a un travail, un emploi, on gagne plutôt bien notre vie. Donc, cette situation financière confortable, entre guillemets, nous permet d'aller facilement à emprunter de l'argent à la banque, avoir plusieurs cartes de crédit et tomber dans le piège des crédits à la consommation tout simplement. Donc, tu peux voir ici que tout ce qui est crédit à la consommation, que ce soit un crédit lié à l'achat d'une résidence principale, que ce soit un crédit lié à l'achat d'une voiture, différentes cartes de crédit qui nous permettent d'aller acheter des vêtements ou consommer dans des grands magasins, etc., etc. Toutes ces dépenses-là sont des pièges qui vont nous empêcher de nous enrichir. Malheureusement, le candidat à la classe moyenne affectionne particulièrement ce type de dépenses. Au contraire, le candidat à la classe moyenne travaille dur, cherche à avoir des promotions au travail, cherche à augmenter son salaire simplement pour consommer encore plus à l'intérieur de cette case, pour acheter une plus grosse maison, pour acheter une plus grosse voiture, pour multiplier les cartes de crédit, pour multiplier les crédits à la consommation. Le candidat à la classe moyenne se tire littéralement une balle dans le pied, mais il ne s'en rend pas compte. Il pense que c'est normal. Il pense qu'un jour, il deviendra riche, alors que chaque jour, il travaille contre son propre projet de s'enrichir. Alors, donc, on peut voir bien sûr qu'une fois que l'argent est envoyé dans la case destructeur de richesse, eh bien, l'argent, bien sûr, se transforme en voilà, paiement de factures, etc., etc. Et cet argent-là disparaît aussitôt et brûlé totalement. En vérité, on regarde ici, le candidat à la classe moyenne n'est pas si loin du fonctionnement de la maison du pauvre, parce que le modèle, il est plutôt similaire, hein? On a le même modèle, donc on gagne l'argent, on le détruit, sauf que dans le cas, dans la maison du pauvre, l'argent est dépensé directement pour des dépenses courantes parce que le pauvre n'a généralement pas les moyens de montrer patte blanche auprès de la banque pour pouvoir prendre un crédit, par exemple pour sa résidence principale ou acheter une voiture, etc. Il ne se permet pas exactement ce type de dépenses-là, mais le candidat de la maison du pauvre rêve un jour de pouvoir s'acheter une maison à crédit, rêve un jour de pouvoir s'acheter aussi une grosse voiture. Donc, le modèle du candidat de la classe moyenne fait rêver le candidat de la maison du pauvre. Alors que si on regarde de manière objective, le modèle de la maison du pauvre et le modèle de la maison de la classe moyenne, c'est un modèle similaire plus ou moins. Donc, je te laisse revenir un peu pour comparer ces deux modèles-là. Alors, on continue. Donc, on a parlé de la maison du pauvre, on a parlé de la maison du candidat de la classe moyenne, et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la maison du riche. Eh bien, comme je l'ai dit d'entrée de jeu sur cette vidéo, il faut copier ceux qui réussissent dans le domaine dans lequel nous souhaitons réussir. Les riches sont devenus riches, non pas par miracle, non pas parce que ceux-là sont des extraterrestres, non pas parce que ce sont des voleurs d'argent, parce que c'est généralement, on entend ce type de commentaires quand on veut se rassurer, quand on veut voilà, mettre une réponse, je dirais, rationnelle pour expliquer pourquoi son voisin n'a pas de problème d'argent et pourquoi nous avons constamment des problèmes d'argent, ben on essaye de trouver comme ça en disant que ben ceux-là ils ont de l'argent parce qu'ils ont volé, ceux-là ils ont de l'argent parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont fait cela. La vérité ne se situe pas réellement à ce niveau-là, du moins pas de manière générale. La vérité est que ceux qui réussissent bien financièrement ont adopté des comportements, ont pris des actions qui ont fait qu'ils sont devenus riches tout simplement, et on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc là, nous sommes dans le modèle de la maison du riche au début. Eh bien, le riche au début, bien sûr, peut être le candidat de la maison du pauvre
qui souhaite devenir riche et qui décide à un moment donné de faire les bonnes actions. Ça peut également être le candidat de la maison de la classe moyenne qui décide un jour de ne plus être dans la classe moyenne et qui décide qu'il va travailler dans le sens de s'enrichir. Donc, ce n'est pas un modèle fermé. Le riche n'est pas un extraterrestre. Le riche était certainement l'ancien pauvre. Le riche était certainement l'ancien candidat de la maison de la classe moyenne. Sauf que ces deux personnes-là ont décidé un jour de changer les choses, de prendre les actions, ont décidé de s'éduquer et ont commencé à agir dans le sens vraiment de leurs objectifs. Et donc, on va ici voir la maison du riche au début. Donc, quand le riche commence à travailler pour sa liberté financière. Donc, au début, bien sûr, on a toujours un salaire qui se transforme en revenu à l'intérieur de la maison du riche, donc au début du processus, je vais dire, eh bien, on voit ici, contrairement aux pauvres ou encore contrairement aux candidats de la classe moyenne, le riche au début sait désormais qu'il faut multiplier son argent. Le riche sait désormais le riche au début sait désormais qu'il doit faire travailler son argent pour améliorer réellement sa situation financière. Et on voit ici que au lieu de se précipiter à consommer, que ce soit à travers des dépenses, des crédits à la consommation ou encore à travers des dépenses courantes. Donc, le riche au début va premièrement se concentrer sur le fait de faire travailler son argent. Donc, une partie importante de ses revenus dirigée automatiquement dans la case faire travailler son argent. Alors là, certains me diront, ben comment ça se fait, on n'a pas d'argent et comment quand on n'a pas d'argent, comment on fait pour envoyer de l'argent dans la case faire travailler son argent? Eh bien, je te dirais, on a toujours de l'argent. C'est une question de choix, c'est une question de volonté, c'est une question voilà, d'avoir des objectifs clairs et de se battre pour aller dans le sens de ces objectifs. Si tu estimes que ton salaire n'est pas suffisamment gros pour te permettre d'investir, tu te trompes. On peut investir dans des crypto-monnaies à partir de 10 euros, voilà, 200 euros. On peut se lancer sur YouTube et créer des vidéos. Et YouTube, c'est gratuit, par exemple, pour avoir des droits d'auteur, entre guillemets, donc avoir des revenus publicitaires de YouTube. On peut acheter un livre et commencer à s'éduquer avec, 10 euros, etc., etc. Donc, si tu n'as pas commencé encore et que tu dis, je n'investis pas, je ne fais pas travailler mon argent parce que j'en ai pas assez, eh bien, je te dirais que si tu as de quoi manger, te loger, te nourrir, si tu as un travail qui te paye, peu importe le montant, tu as suffisamment d'argent pour commencer ce processus. Le plus important, je le rappelle ici, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as en main. Le plus important, c'est la psychologie derrière tes actions concernant l'argent. Qu'est-ce que tu fais réellement avec ton argent? Et donc, dans ce modèle ici, au début, le riche prend conscience effectivement d'investir à travers, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, par exemple un candidat de la classe moyenne, plutôt que de mettre des sommes faramineuses dans l'achat de sa résidence principale, peut décider par exemple d'investir, d'utiliser sa bonne relation avec sa banque pour investir en immobilier. On le voit dans la case faire travailler son argent. Le candidat de la classe moyenne ou encore le candidat de la maison du pauvre peut décider d'investir sur les crypto-monnaies, par exemple, peut décider d'investir en bourse et avoir des revenus passifs à travers des dividendes, peut décider d'acheter des crypto-monnaies ou encore de produire une œuvre, des vidéos, du contenu, mettre en ligne et chercher à gagner de l'argent à travers des droits d'auteur, par exemple. On voit de nos jours, par exemple, de plus en plus de jeunes qui vont lancer une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est gratuit, lancer une chaîne YouTube. Donc, à travers effectivement du contenu, certains arrivent à recevoir des droits d'auteur finalement, des revenus publicitaires de YouTube et à partir de ce moment-là, se lancer dans d'autres types d'investissements. Donc, il faut retenir que investir ne veut pas forcément dire avoir des dizaines de milliers d'euros. On peut commencer à investir avec très peu d'argent. La question n'est pas l'argent. La question, c'est la volonté, la prise de conscience, tout simplement. Donc, la maison du riche au début, contrairement à la maison du pauvre, contrairement à la maison de la classe moyenne, dans la maison du riche, on investit son argent. On a pris conscience du fait qu'on doit multiplier notre argent. On sait qu'il est important de faire travailler son argent si on veut devenir libre financièrement et c'est ce qui se passe ici. Alors,
toujours dans la maison du riche au début, donc oui, une bonne partie de nos revenus passe à travers des investissements, mais également une partie de revenus à travers un budget va passer à payer des dépenses, je dirais, courantes. Hein, on parle de loyer, vêtements, etc., etc. Et pour ceux qui étaient déjà, qui avaient déjà le statut, qui étaient déjà dans la maison de la classe moyenne avant de prendre la décision de se lancer dans ce voyage pour devenir riche, ben ceux-là vont en même temps, avec leurs mêmes revenus, vont payer leur crédit pour la résidence principale, vont payer le crédit pour la voiture, vont payer pour d'autres types de crédits à la consommation. Il est important, bien sûr, de noter ici que l'objectif du riche au début est de faire grossir la case, faire travailler son argent. Par conséquent, le riche au début consacre très peu d'argent aux dépenses à l'intérieur de la case destructeur de richesse. Par exemple, celui qui veut s'enrichir n'ira pas acheter une maison comme résidence principale, une maison beaucoup trop chère par rapport à ses finances. Celui qui veut s'enrichir va tout faire pour réduire au minimum, au maximum les dépenses liées à sa résidence principale, de sorte à ne pas détruire sa capacité d'investir, donc d'envoyer de l'argent dans la case faire travailler son argent. Le riche au début va limiter les dépenses liées aux vêtements, liées par exemple à d'autres types de dépenses farfelues pour se concentrer voilà, majoritairement dans la case faire travailler son argent, parce que le riche au début a un objectif. Il veut devenir libre financièrement. Il sait qu'à terme, ses actions, ses investissements vont payer. Il sait qu'à terme, ses investissements vont l'aider finalement à être libre et à vivre la vie de ses rêves, tout simplement. Alors, on continue toujours dans la maison du riche. Donc, avec le temps, la maison du riche évolue et on se retrouve dans un modèle, on peut le voir ici, donc la maison du riche dans le temps, on se retrouve dans un modèle où, au début, on avait les revenus qui passaient de la case revenus à la case faire travailler son argent, et on peut voir que désormais, avec le temps, la case faire travailler son argent commence à faire entrer de l'argent dans la case revenu de la maison du riche. Je m'explique. Au début, ici, on paye, par exemple, on investit en bourse, on prend une partie de nos revenus, donc la maison du riche au début, on prend une partie du revenu, on va investir en bourse. On prend une partie du revenu, on va investir dans l'immobilier, par exemple. On va prendre la décision, voilà, de créer une œuvre, d'écrire un livre, par exemple, mais au début, pendant qu'on travaille à mettre en place nos actifs, on ne gagne peut-être pas encore de l'argent, mais on travaille pour faire grossir la case, faire travailler l'argent. Sauf qu'avec le temps, nos efforts vont commencer à payer, et on le voit ici dans le modèle, donc la maison du riche avec le temps. Donc l'argent, nos actifs, donc nos investissements vont commencer à nous faire entrer de l'argent à l'intérieur de la maison. Donc désormais, ce n'est plus seulement le salaire qui nous ramène l'argent, mais c'est également l'argent, donc des revenus passifs qui viendront des dividendes en bourse, par exemple, qui viendront des redevances liées à un livre qu'on a eu à écrire, qui viendront du staking, par exemple. Le staking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme avoir des dividendes en bourse, mais dans ce cas-ci, c'est au niveau des crypto-monnaies. Par exemple, le fait d'avoir un business qui va désormais commencer à rouler et nous faire entrer de l'argent. Donc, dans ce cas-ci, on a le salaire qui continue à payer si on décide de garder le salaire, mais on a nos actifs qui vont justement nous faire entrer de l'argent, et nous, on va décider, une fois que l'argent rentre des différents actifs que nous avons, on peut décider de réinvestir sur d'autres actifs pour faire grossir notre patrimoine. Donc, on voit d'ailleurs qu'on a 3 flèches qui vont faire entrer de l'argent dans la case revenu, mais de cette même case revenu, on peut continuer à investir dans la case immobilier ou dans la case faire travailler son argent. Donc, on peut réinvestir à travers tous les autres actifs qu'on avait déjà pour faire grossir ces actifs-là. Et quand ces actifs grossissent, ces actifs vont encore nous faire entrer encore plus d'argent, etc., etc. Donc, on se retrouve avec, voilà, un cycle favorable à notre situation financière à l'intérieur de la maison du riche dans le temps. Et quand on continue, on voit que dans la maison du riche dans le temps, donc non seulement que nos investissements commencent à payer, donc à augmenter notre revenu, mais nos investissements
commencent également à financer notre résidence principale, par exemple. Nos investissements commencent à financer notre voiture, par exemple. Et nos investissements financent également nos dépenses courantes, comme les vêtements, comme le fait de se nourrir, etc., différentes taxes, et voyages, etc., etc. Donc, on voit ici, ça veut simplement dire que le riche, dans le temps, devient libre financièrement et il peut décider de couper son salaire s'il le souhaite parce que désormais, il n'est plus dépendant de son travail, parce que ses actifs lui font entrer de l'argent. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que ce modèle n'a pas été inventé, ne vient pas de nulle part. Quand tu regardes ceux qui réussissent financièrement, qui réussissent très bien financièrement, eh bien, tous, ils utilisent ce modèle. C'est-à-dire que ils connaissent l'importance de faire travailler leur argent pour eux. Ils savent qu'ils ne sont pas obligés de travailler toute leur vie pour gagner de l'argent. Ils savent que à un moment donné, il est possible pour eux de faire travailler leur argent. Et une fois que l'argent commence à travailler pour eux, non seulement qu'ils sont beaucoup plus confortables financièrement parlant, ils peuvent se permettre un tout petit peu de luxe au passage, et voilà, ils peuvent aussi se concentrer sur d'autres activités et ne pas passer toute leur vie à courir après l'argent et à dire à tout le monde que l'argent n'est pas important, alors qu'on passe le plus clair de notre temps à courir après l'argent. La maison du riche dans le temps fait du riche quelqu'un de libre financièrement, donc qui est indépendant financièrement tout simplement, et voilà, il a un peu plus de liberté dans ses choix, il peut faire autre chose que juste penser à l'argent ou se soucier de l'argent, parce que désormais ses actifs travaillent très fort pour lui. Alors, on va finir cette présentation avec quelques éléments caractéristiques du riche tout simplement, des éléments qu'on ne trouve pas chez le candidat de la maison de classe moyenne et encore moins chez le pauvre. Eh bien, bien sûr, je le rappelle, le pauvre ou le candidat de la classe moyenne peuvent les deux décider un jour de changer leur vie, de changer leur manière de fonctionner en adoptant les comportements que je t'ai présentés dans la maison du riche au début et dans la maison du riche avec le temps pour que eux-mêmes deviennent riches. Et d'ailleurs, ce n'est pas rare de voir comme ça des histoires à succès de quelqu'un qui est parti absolument de rien et qui se retrouvait multimillionnaire au bout de quelques années. Mais il faut noter que cette personne ne s'est pas retrouvée multimillionnaire après quelques années en continuant à fonctionner comme le pauvre ou en continuant à fonctionner comme dans la maison de la classe moyenne et en espérant devenir riche un jour. Ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser la recette et c'est la seule recette qui fonctionne. Donc, on va finir cette présentation avec quelques éléments caractéristiques de la maison du riche, bien sûr qu'on ne retrouve pas chez le pauvre ou encore chez le candidat à la classe moyenne. C'est que premièrement, le riche, contrairement au pauvre ou contrairement au candidat de la classe moyenne, le riche a compris que l'utilité de l'argent, c'est de l'investir pour gagner plus d'argent. Le riche, aussitôt qu'il gagne 1 euro, 10 euros, il questionne, il se demande, mais comment faire pour multiplier mon argent? Passer de 10 à 20, de 20 à 40, de 40 à 100, etc., etc. Donc, le riche fonctionne de cette manière, alors que le pauvre ou le candidat de la classe moyenne pense automatiquement à la prochaine grosse dépense. Le candidat de la classe moyenne, le pauvre, rêve de consommer et c'est tout. Et voilà une première grosse différence qui fait que justement le pauvre reste pauvre ou encore le candidat de la classe moyenne reste dans la classe moyenne et même reste à un pas de la pauvreté, tout simplement. Alors, deuxième point important, les revenus passifs. Le candidat dans la maison du riche, connaît l'importance des revenus passifs. Parce que le riche sait que c'est en devenant indépendant financièrement qu'il est réellement riche. Le riche sait que c'est en achetant des actifs qu'il pourra un jour se libérer de cette contrainte de courir sans cesse après l'argent, de se soucier de l'argent. Donc, il connaît l'importance des revenus passifs, alors que le pauvre ou encore le candidat à la classe moyenne ignore totalement les revenus passifs. Ils vont plutôt se concentrer sur des dépenses sèches, autrement dit des dépenses qui ne vont pas faire entrer de l'argent dans leur poche, comme l'achat d'une résidence principale un peu trop grosse, comme l'achat d'une voiture de luxe qui se détériore avec le temps, comme l'achat de vêtements, de voyages à outrance, etc., etc. On continue.
L'éducation financière. Dans la maison du riche, on connaît l'importance de l'éducation financière. Le riche sait qu'il est devenu riche non pas par hasard. Il sait qu'il est devenu riche en appliquant des principes clés. Et généralement, le riche, s'il a des enfants, va se précipiter de transmettre ses connaissances à ses enfants pour faire en sorte que ses enfants ne vivent pas les mêmes galères qu'il a eu à vivre éventuellement quand il était dans la maison du pauvre ou encore quand il était dans la maison de la classe moyenne. Donc, l'éducation financière a une place importante et on remarquera d'ailleurs souvent dans la maison du riche, on ne laisse pas beaucoup de place à la télévision par exemple. Le riche va beaucoup lire. Le riche va assister à des séminaires. Le riche va s'informer, va s'éduquer toujours sur des choses, des domaines qui vont l'aider à améliorer sa situation financière bien sûr, mais également sa santé, son éducation, sa culture générale, l'éducation de ses enfants, etc., etc. Donc l'éducation financière prend une place importante dans la maison du riche, alors que dans la maison du pauvre, l'éducation financière est inexistante et dans la maison de la classe moyenne non plus. Alors, on continue la prise de risque. La prise de risque est également quelque chose qui caractérise le riche, que ce soit le riche au début ou encore le riche quelques années plus tard. Pour une raison bien simple, dans la maison du pauvre, on préfère dépenser dans des biens de consommation, même si cet argent disparaît aussitôt, et on est convaincu que prendre des risques c'est mauvais, et on est convaincu qu'on agit de la bonne manière. Alors que une fois qu'on a dépensé, cet argent disparaît finalement. Finalement, le risque est de 100%. Donc notre argent rentre, il disparaît, il rentre, il disparaît. On reproduit sans cesse cette action, même si ça nous nuit, mais on ne le sait pas ou on ne veut pas le savoir. Dans la maison de la classe moyenne, la même chose. On préférera acheter une voiture de luxe, par exemple, une voiture qui va perdre 20% de sa valeur au bout de la première année ou voire 30% de sa valeur, une voiture qui va perdre peut-être la totalité de sa valeur au bout de quelques années à peine, mais on dira qu'on n'aime pas prendre le risque alors que on met de l'argent dans des choses qui représente un risque de 100% tout simplement parce que l'argent qu'on a mis dans ces dépenses-là, cet argent disparaît. Donc, mais on n'aime pas le risque pareil. Donc, on est un peu dans un paradoxe comme ça, dans une contradiction, mais simplement parce que notre éducation financière est défaillante un tout petit peu. Alors que le riche n'a aucun problème avec la prise de risque. Eh bien, quand on parle de prise de risque, on parle d'une prise de risque calculée. C'est-à-dire quoi? Investir en bourse, par exemple, oui, on peut perdre de l'argent, mais l'idée, c'est de se former et d'investir de sorte à gagner beaucoup plus souvent qu'on ne perd. Par exemple, investir sur des actions aristocrates, par exemple, des compagnies solides telles que Coca-Cola, par exemple. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier ici, mais je donne un exemple d'une action, une compagnie solide qui a des revenus depuis plusieurs années et qui verse des généreux dividendes. Bon, un riche ou le riche au début ne va pas hésiter à travailler, à gagner de l'argent et à investir sur ce type de compagnie, même si le pauvre ou encore le candidat de la classe moyenne dira que c'est risqué, la bourse. Le riche sait que ce n'est pas vraiment risqué. Bien sûr, le riche sait qu'il a fait ses devoirs, il sait que le risque est calculé, mais il sait aussi que son désir de devenir libre financièrement l'emporte sur le risque en tant que tel, l'emporte sur la peur. Parce que le pauvre ou le candidat de la classe moyenne sont nourris, sont motivés par, finalement, c'est la peur. Hein? C'est la peur qui les empêche d'avancer, mais ils pensent se protéger alors qu'ils payent un prix très élevé qui les bloque dans la situation, dans une forme de précarité financière tout simplement. On continue. Dans la maison du riche, on connaît l'importance des actifs, l'achat d'actifs. Parce que quand on parle de revenus passifs chez le riche sait que les revenus passifs sont liés aussi aux actifs. Acheter des actions à dividendes, c'est investir dans des actifs. Investir dans l'immobilier et aller chercher des loyers, c'est également des actifs. Lancer une chaîne YouTube à succès et recevoir des revenus publicitaires de manière passive, c'est aussi un actif. Acheter un véhicule, non pas pour son utilisation personnelle, mais pour faire du transport, par exemple, pour lancer un business de transport, c'est également un actif. Donc, le riche sait qu'il veut multiplier son argent. Il sait qu'il veut des revenus passifs pour devenir libre financièrement. Il sait qu'il a besoin de s'éduquer et il sait bien sûr, plus que le pauvre et plus que le candidat de la classe moyenne, l'importance que les actifs ont sur
sa capacité à atteindre ses objectifs ou pas. Donc, un dernier point caractéristique du riche, c'est tout simplement les opportunités. Encore une fois, le pauvre ou le candidat à la classe moyenne ne saisit pas les opportunités par peur. Le pauvre ou le candidat à la classe moyenne sont nourris, je dirais, drogués par le confort. Et le confort, la recherche d'une sécurité finalement, une sécurité qui n'existe plus d'ailleurs dans le système économique que nous connaissons aujourd'hui. Ils ne vont pas saisir les opportunités, ils vont trouver toutes les raisons du monde pour ne pas investir en bourse, toutes les raisons du monde pour ne pas lancer un petit business sur le côté, toutes les raisons du monde pour ne pas investir dans l'immobilier par exemple, des piliers d'investissement et d'enrichissement qui ont fait leurs preuves et qui ont enrichi voilà, des milliers, voire des millions d'individus avant eux, mais par peur, par soi-disant recherche de sécurité, par soi-disant voilà recherche de confort, eh bien le pauvre ou le candidat à la classe moyenne vont préférer rester dans une situation de précarité et voire même pour le candidat à la classe moyenne revenir dans une situation de pauvreté si jamais il perd son emploi ou si il se retrouve dans une situation compliquée. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc, en gros, c'est que tu dois retenir, s'enrichir n'est pas le résultat du hasard. S'enrichir n'est pas parce qu'on a volé de l'argent. Il faut arrêter de penser qu'on ne devient riche qu'en commettant des actes répréhensible. Il faut arrêter de penser qu'on ne devient riche qu'en volant l'argent d'autrui. Non. Il y a suffisamment d'argent sur la planète pour tout le monde. Celui qui prend les actions appropriées, celui qui gagne de l'argent et qui comprend l'importance de faire travailler son argent, va forcément s'enrichir dans le temps. Donc, je te laisse évaluer par toi-même où est-ce que tu te situes à l'intérieur des trois maisons. Peu importe la maison où tu te situes, tu dois comprendre qu'il y a des règles de base qui vont soit t'emmener de la maison du pauvre ou de la maison de la classe moyenne à la maison du riche, ou encore si tu fais partie des chanceux qui sont déjà dans la maison du riche, tu sais comment te comporter ou du moins comment continuer à te comporter pour faire exploser encore plus tes résultats financiers ou voire même pour ne pas revenir en arrière tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo et j'aimerais que tu mettes un commentaire au bas de cette vidéo si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager et bien sûr à commenter. Abonne-toi sans hésiter si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.